Alors, pour remettre le contexte, déjà merci de l'invitation. Il se trouve qu'au Mouton Numérique, on a entamé dès le mois de mars un recensement de toutes les technologies qui ont été mises en place en réponse à la crise sanitaire, technologies, solutions numériques diverses. Et c'est difficile d'en faire forcément un bilan aujourd'hui, mais ce qui a été important pour nous, c'est de voir que en fait, elles ont été déjà de différentes sortes et qu'on ne peut pas porter le même regard sur toutes ces technologies. Il y a eu des technologies qui étaient de l'ordre de télémédecine, l'explosion de Doctolib ou des choses comme ça. Il y a eu des technologies qui ont été utilisées pendant le confinement pour vérifier que les gens étaient bien confinés chez eux. Donc, par exemple en Pologne, où il fallait envoyer un selfie dans les 20 minutes pour attester du fait qu'on était bien chez soi. Ensuite, il y a eu d'autres types de technologies qui ont été déployées post-confinement. Donc là, plutôt pour vérifier si les distances étaient bien maintenues ou si d'autres choses comme le port du masque dont vous parliez tout de suite étaient bien effectifs dans certaines villes. Et enfin, des technologies qui ont été mises en place, ou plutôt qui ont été exagérées, qui ont été poussées au maximum de leurs possibilités, à savoir les technologies déjà existantes qu'on utilise tous, comme les Facebook, les Google, qui ont sorti pour certains d'entre eux de nouveaux produits, notamment de vidéos, ou rendu disponible gratuitement ce qui était de l'ordre du premium. Donc ça va jusqu'à Pornhub qui a lancé des abonnements premium en Italie, peut-être ailleurs. Donc faut bien avoir déjà ça en tête. Je pense pour commencer, c'est peut-être idéal. Il n'y a pas eu que des outils de surveillance. Il y a eu plusieurs outils dans plusieurs domaines. Pour nous, ils ont révélé, en fait, si je le fais simplement, étant donné le temps de parole et le nombre qu'on est, ce qu'ils ont révélé, c'est une accélération phénoménale de ce qui était déjà à l'œuvre. Donc pas vraiment de nouvelles technologies, des technologies existantes qui ont glissé d'un usage vers l'autre. Donc typiquement des technologies du domaine militaire qui se sont déployées dans le civil, des technologies du domaine, par exemple, du fitness, je pense aux bracelets électroniques, qui d'eux-mêmes ont été détournés à des fins de surveillance sanitaire, et, euh, et donc pas grand-chose de très très nouveau en fait. Et si je continue juste une minute là-dessus sur ce recensement, nous ce qu'on se dit aujourd'hui, c'est qu'on était déjà fondamentalement inquiet de la manière dont se déployaient les systèmes de surveillance. Si je m'arrête à cette stricte catégorie des systèmes de surveillance, qu'ils ont été déployés forcément très vite par beaucoup d'entreprises qui attendaient un petit peu au coin de la rue, faut le dire, et en parallèle, beaucoup d'associations de défense des droits, dont évidemment la Quadrature du Net et d'autres, dans une moindre mesure le Mouton Numérique, et les institutions qui, de manière normale, disons, sont des contrepoids face à ce développement, ont réagi de manière, j'allais dire, tout aussi proportionnée par rapport à ce qui était en cours avant. Alors quand je dis tout aussi proportionné, c'est-à-dire qu'elles ont réagi et que parfois elles ont su arrêter certains abus. Ça ne veut pas dire que cette réaction est suffisante puisqu'elle n'était déjà, en tout cas, je parle pour moi à mon sens, pas suffisante. Donc accélération et intensification des offres et des réponses institutionnelles et des chiens de garde, en fait, des watchdogs associés. Je pense que Oui, je pense que très sincèrement, on peut s'accorder effectivement sur cette accélération, mais c'est peut-être à la question de la surveillance même du citoyen à laquelle il faut penser, qui est en fait une question qui est récurrente depuis des millénaires. Hein. Si on lit par exemple L'art de la guerre de Léo Tzu, on voit déjà combien les dirigeants ont eu toujours ce besoin, à un moment donné, et certainement en temps de crise, de contrôler les populations pour quelque part avoir ce besoin ou répondre à ce besoin de dire nous pouvons mieux prévenir. Et donc, je pense que la technologie est effectivement un outil, mais qu'on ne doit pas se tromper de débat. À partir du moment où effectivement on a un outil surpuissant, l'important c'est aussi de se poser la question de savoir quel est l'objectif que l'on veut atteindre avec cet outil, que ce soit dans la surveillance sanitaire, que ce soit dans la surveillance financière, que ce soit dans la surveillance terroriste. Et on voit effectivement que l'outil digital devient omniprésent dans cette surveillance
souvent portés d'ailleurs par la bonne foi, par des bonnes intentions, par l'idée de dire que ce meilleur contrôle sur la population, sur les mouvements, sur la traçabilité financière, la traçabilité sanitaire, va permettre effectivement d'enrichir, de contrôler, de maintenir ou d'améliorer un intérêt public. Et donc, entre je dirais, la focalisation qu'on peut avoir aujourd'hui sur un outil qui va se développer de plus en plus vite, qui va devenir de plus en plus puissant, qui va aller jusqu'à la singularité à un moment donné, qui va réfléchir par lui-même. Et l'objectif que l'on peut chercher à atteindre en qualité d'État souverain, il faut bien faire la part des choses et ne pas oublier que ces objectifs, dans un État démocratique en tout cas, sont en principe fixés par le citoyen. Et donc là, j'ai un peu l'impression que dans tous ces débats qu'on a entendus au niveau de la crise sanitaire, on a oublié ce débat essentiel à l'objectif. Est-ce que l'objectif du tracing est réellement d'améliorer la prise en charge? Et on a vu qu'à Singapour, malheureusement, les échecs étaient là. Ou est-ce que c'est créer une banque de données pour la recherche a posteriori, qui est aussi un objectif louable, ou est-ce que c'est encore aller plus loin en se disant finalement une surveillance sanitaire dans un monde où les systèmes de sécurité sociale ne parviennent pas à offrir un accès à la santé pour chacun des citoyens, est-ce que c'est pas encore un outil qu'on peut développer plus loin? Et je pense qu'il est vraiment important, à un moment donné, que l'on puisse s'arrêter en dehors, je dirais, de mesures excessivement urgentes qui peuvent justifier à un moment donné une mise entre parenthèses de ce débat démocratique en raison de l'urgence, en raison de la sécurité. Mais en tout cas, maintenant que le calme revient, je pense qu'il est vraiment essentiel que l'on ait un débat démocratique sur ce que veut la population, sur les objectifs que l'on cherche à atteindre avec ce nouvel outil en réalité. Oui. D'accord. Antoinette? Oui, alors merci beaucoup de nous recevoir dans ce lieu sans lieu mais pas sans adresse. Hein. Moi, ce qui me frappe effectivement, bon, ce sont des réflexions qui sont assez générales, hein, mais c'est cette idée du privé, du private, de la private life. En fait, je n'ai jamais ressenti autant qu'aujourd'hui le fait que, eh bien, to be private is to be deprived. Il y a quelque chose aussi, quand on est reclus chez soi, hein, on est très heureux de se voir même à travers un écran, c'est toujours ça, hein, mais il y a quelque chose quand même de la privation. Et ça montre bien à quel point, en fait, ces enjeux de protection même des données personnelles ne sont pas tellement des enjeux personnels, en fait, ce sont des enjeux collectifs, ce sont des enjeux qui sont essentiellement politiques, essentiellement collectifs, essentiellement structurels. Ce qui m'a frappé, moi, c'est la réaction des gens face à cette perspective, non pas de surveillance de masse, hein, parce qu'il s'agissait essentiellement dans cette sorte de, j'ai appelé ça de façon un peu maladroite des gadgets, pas vraiment des gadgets, hein, mais de Covid tracing, comme j'appelle ça, de traçage des promiscuités entre les personnes, traçage au départ de collecte de données ou de signaux plutôt émis par des appareils Bluetooth. En fait, il y a une sorte de levée de bouclier par rapport à cela qui m'est apparue assez particulière dans la mesure où par ailleurs, tous les jours, nous émettons des tonnes, enfin des tonnes, ça ne pèse rien, hein, mais beaucoup de données beaucoup plus personnelles en fait, beaucoup plus personnelles que ces phéromones numériques que nous lâchons quand nous nous déplaçons avec un appareil muni d'un Bluetooth sur des plateformes qui, elles, en ont évidemment largement profité, hein, puisque tout le monde n'est pas vraiment frappé par la crise de la même manière. Les plateformes numériques, elles, les plus gros acteurs de l'Internet ont largement profité de cette situation de confinement pour recueillir des quantités absolument gigantesques de données, pas spécialement d'ailleurs pour nous surveiller directement, hein, peut-être aussi pour développer de l'intelligence artificielle, pour apprendre à leurs intelligences artificielles à mieux apprendre à nous connaître, etc. Donc il y a là toute une fenêtre d'opportunité qui s'est ouverte et qu'ils ont largement saisie. Alors, ce qui me frappe donc, moi, c'est un petit peu ce décalage que je remarque et qui atteste finalement d'une sorte de défiance très grande des citoyens envers les autorités publiques, y compris les autorités sanitaires. C'est quelque chose et par ailleurs une confiance très grande, un petit peu par défaut, dans des entreprises privées, souvent de droit non européen, auxquelles ils sont prêts à donner des tas de données. Je ne dis pas pour autant que les applications de Covid scoring sont sans problème, loin de là.
Hein, loin de là. Elles sont d'autant plus problématiques qu'elles fonctionnent très mal. Et aussi, surtout, il me semble que ce traçage numérique des contacts à travers la collecte de signaux Bluetooth, d'ailleurs qu'elles soient plus ou moins conformes aux grands principes de protection des données, c'est possible en fait de rendre ces applications plus ou moins conformes aux grands principes de protection des données, que ces données soient conservées de manière plus ou moins centralisée ou décentralisée, que le téléchargement de l'application soit rendu obligatoire ou non. Ce sont toutes des questions ça, qui ont été beaucoup débattues. Mais je pense qu'il y a une autre question que je dirais quasiment antérieure à celle-là et qui se pose, enfin qui n'est jamais posée en fait, hein, c'est qu'en fait ces dispositifs instaurent surtout une toute nouvelle manière de cartographier le phénomène épidémique à l'échelle du signal numérique mobile déterritorialisé. Et donc, il ne s'agit plus, en fait, de rapporter ce signal à aucun quadrillage de l'espace physique, comme pouvait en parler Michel Foucault à l'époque des épidémies de peste, par exemple. Hein. Et donc, il y a une sorte de déterritorialisation très grande de ce qu'on appelle encore peut-être à tort de la surveillance, parce que ça ne passe plus par l'épistème visuel non plus. On remplace le visuel par le pur calcul et le calcul de proximité entre des data points, des points de données, dans un espace tout à fait neutralisé, c'est-à-dire un espace purement géométrique, un espace purement métrique. Et donc, finalement, cette sorte de surveillance, si vous voulez, elle prend une nouvelle figure qu'on peine un petit peu à décrire. Et c'est pour ça que nos réticences sont souvent assez mal exprimées ou maladroites par rapport à ce phénomène. Parce qu'en vérité, ces analyses de signaux déterritorialisés, finalement, ils se détachent complètement de l'idée qu'on pouvait avoir de la surveillance. Il ne s'agit plus ici de se fonder sur la détection d'espace, ni de la détection de groupes sociaux particuliers, ni même de la détection d'individus qui auraient un comportement particulier. Il s'agit de quelque chose qui est beaucoup plus abstrait, beaucoup plus statistique et qui en fait est dans finalement une sorte de déni de la matérialité des situations. C'est une abstraction par rapport au monde physique, un déni de l'organicité, un déni de la socialité. Et finalement, ça permet, si vous voulez, ça nous met au seuil d'une gouvernance véritablement hors sol, avec un risque d'autisme extrêmement grand de la part de cette gouvernementalité. Et c'est ça, moi, qui m'inquiète finalement le plus, si vous voulez. Hein. Ce qui m'inquiète véritablement le plus, c'est que, c'est bon, ce que j'ai appelé par ailleurs, comme Frédéric Nérat, d'ailleurs, un symptôme de notre époque qu'on peut appeler la signose. Cette tendance à confondre la carte avec le territoire. Hein, et du coup, à dénier la réalité matérielle. C'est pas tout à fait nouveau. À chaque tournant, que ce soit le tournant linguistique, le tournant culturel, le tournant interprétatif, etc., on a toujours dit que finalement, il y a un grand oubli de la matérialité. La seule chose qui ne compte plus, c'est la matérialité. Et c'est bien ça, me semble-t-il, le risque majeur. Hein, le risque majeur, parce que cet oubli de la matérialité est aussi forcément une sorte de dépolitisation assez radicale. Hein, voilà, c'est cette idée que le monde parlerait par lui-même à travers des signaux numériques, ce qui n'est juste pas possible, parce que ça ne parle pas. Oui, tout à fait, ça s'interprète. Oui, Laurence? Voilà. Les points qui m'ont fait réagir, d'abord j'ai eu le Covid, moi, donc j'ai mes proches aussi, j'ai vu des gens mourir autour de moi, donc je vais pas vous faire un schéma que vous connaissez pas, mais c'est quand même, c'était important de sentir une solidarité que moi j'ai ressentie autour de moi, dans la ville où j'habite, à travers aussi les réseaux sociaux. Qu'est-ce que j'ai pu voir d'autre? J'ai pu voir aussi qu'on se fiait, comme le disait très bien Antoinette, beaucoup plus en fait aux géants du numérique, aux GAFAMI, hein, aux Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft et IBM, qui développaient à tour larigot tout un tas d'outils et qui ont sûrement capturé énormément de données. Il est important de se rendre compte de cela. C'est pourquoi j'ai écrit ce petit essai sur la souveraineté numérique que j'aurais dû appeler gouvernance du numérique sans doute, qui était d'alerter sur le fait qu'en temps de pandémie, on a tendance à aller au plus pressé pour garantir le soin ou garantir ou essayer en tout cas de garantir le soin pour tous. Et du coup, on oublie qu'en fait, on va
peut-être pas assez sécurisé en fait l'espace dans lequel on est. Nos données médicales sont importantes. Il n'est pas normal que le data hub de santé soit sur un serveur Microsoft. Les outils qu'on utilise à l'école, c'est des outils développés aussi par Microsoft ou par Google. L'application Stop Covid, elle n'a pas été ouverte à un protocole français totalement, puisqu'on n'a pas accès aux couches basses pour gérer le Bluetooth et qui reste allumé. Et tout ça m'inquiète. On a vu qu'on était, pendant le Stop Covid, dépendant des Chinois pour les médicaments, les masques, etc. Mais on est dépendant des géants américains pour notre numérique. Le numérique, vous avez bien dit, est invisible. Mais en fait, les tractations dont vous parliez tout à l'heure, en disant que cette invisibilité est un risque, etc. Bon, il faut quand même remettre un petit peu les choses au cœur de la cité. On a déjà des cartes bleues, par exemple, qui permettent de savoir où on est, ce qu'on consomme, de façon très très affûtée déjà. On a des téléphones qui n'en a pas un dans sa poche, qui permettent de les géolocaliser les gens. Donc, je crois qu'il faut dans ces discours qu'on soit extrêmement précis, qu'on soit plus au fait des technologies qui sont utilisées pour éviter de parler de singularité, par exemple. Parce que je travaille donc en intelligence artificielle sur les réseaux neuronaux profonds, sur des sujets qui sont extrêmement touchy, comme qui sont délicats, parce que je me rends bien compte que les applications derrière ne sont pas toutes souhaitables, hein, avec des réseaux de neurones pour faire de l'apprentissage machine, sur les émotions qui sont particulièrement variables, dépendant des cultures, dépendant de l'humain. Donc, je suis tout à fait consciente de ça et on va beaucoup trop loin dans beaucoup de domaines. Mais ne jetons pas tout en même temps, parce que on peut être aussi utile pour la santé, pour soigner sur le long terme, pour éviter des prises de médicaments, pour aider le collectif à mieux partager. La télémédecine, on a vu que ça avait fait un bond incroyable pendant la pandémie, et tant mieux parce qu'il y a des gens qui peuvent pas se déplacer. Le risque de contamination nous a bien montré l'efficience de ce genre d'outils. Alors ne le faisons pas n'importe comment, et j'aurais tendance à éviter moi les points de vue extrêmes qui m'amènent qui me font réaliser de plus en plus qu'il manque en fait une éducation plus forte sur l'histoire des sciences, sur la technologie, comment elle est développée et qu'est-ce qui serait souhaitable de faire. Si on ne prend pas le temps de considérer cela, en Europe notamment, puisqu'on on a déjà la GDPR qui montre à quel point on pense à l'univers privé, et je reviendrai un point sur ces privés, mais je voudrais finir sur ce que j'ai dit tout à l'heure sur la singularité. Pour moi, il n'y a pas de point de singularité. Les machines sont faites par les humains. On sait qu'elles vont avoir des comportements derrière qui seront peut-être pas ceux qu'on a mis nous, mais qui sont liés en fait au système qu'on développe. C'est d'une complexité importante. Dire que la complexité va nous échapper, non. La créativité d'une machine, c'est de proposer des solutions que peut-être l'humain n'a pas envisagées lui-même, et c'est l'humain qui dit ça, c'est intéressant. Ça, c'est nouveau. Il n'y a pas ce niveau, c'est ce que vous disiez, Antoinette, c'est du très bas niveau. Et donc, les signaux, l'interprétation qu'on a fait n'est donnée qu'à l'humain. Donc, cette coopération qu'on devrait avoir avec les machines, qui est urgente parce que dans le monde entier, il y a des tas de gens qui ne se préoccupent pas de centrer l'utilisation des outils numériques pour l'humain, avec l'humain, en intelligence collective, elle est urgente, cette prise de conscience. Donc, je ne dirais pas que ce sont des gadgets. Hein. Je dirais que pour tracer, pour moi ayant été contaminée, c'est vrai qu'il n'y avait pas ces outils-là. Donc, ça arrive en fin de pandémie pour nous, hein, parce qu'elle n'est pas du tout en fin de pandémie pour le monde entier. Hein. On a vu que on est loin d'une fin, on n'est pas du tout dans une. Ne lâchons jamais en fait cette idée de ça sera peut-être utile. Donc, pour moi, il était important de développer un outil qui soit européen. Et malheureusement, il l'a pas été. Pourquoi? Parce que les Allemands sont partis finalement sur l'application Google Apple qu'ils ont développée ensuite parce qu'ils ont sans mots des accords internes d'entreprise avec les GAFA qui les empêchaient de prendre cette décision. Les Anglais ont mené une étude en grandeur, qu'on parle de bac à sable sur l'île de Watts pour voir effectivement si cet outil était utile ou pas de traçage, et ils ont montré qu'effectivement on perdait le contrôle sur le Bluetooth et qu'effectivement c'était compliqué. Donc, mais il n'empêche qu'il est urgent qu'on prenne les choses en main. La fin de mon essai, c'était de dire, attendez, on va pas juste dire non à tout. Il faut appréhender les choses, les comprendre et essayer de les réguler mieux.
l'idée du privé, de la privacy dont vous avez parlé, c'est aussi quelque chose qu'il faut mieux expliquer. Parce que si on regarde un peu quelles sont nos données privées, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça. Alors, il y avait ce paradoxe absurde, je suis bien d'accord, privacy paradoxe, qui est que tout le monde met ses données partout, ses images partout, sur Facebook, sur les réseaux, et qu'en même temps, on crie au loup, alors que le Stop Covid, par exemple, c'est une application de traçage, avec un protocole qui est fait par l'Europe, avec nos grands groupes qui proposent des serveurs, en étant sous contrôle du ministère de la Santé et non pas d'un état de gouvernance qui voulait priver des libertés les gens. C'était avant tout pour aider. Et j'ai trouvé que là, on était bien peu responsable quand on était vraiment excessivement contre. Donc, il est important de regarder ça. Et les données privées, il n'y en a pas tant que ça, parce que même les données génomiques dépendent de vos parents, de vos grands-parents. Les données que vous mettez sur Internet, il y a souvent un cousin, quelqu'un d'autre. Enfin, c'est rarement vous tout seul. En fait, qu'est-ce que c'est que la donnée privée? Qu'est-ce qu'on veut sauvegarder? Qu'est-ce que c'est que la liberté essentielle, si ce n'est pour moi le respect des autres et de l'économie pour les plus faibles? Qui sont ceux qui ont pâti le plus de cette crise? Ce sont les gens les plus démunis, les gens qui pouvaient peut-être pas se déplacer pour aller voir un médecin. Donc, il y a aussi à comprendre que nous sommes dans une espèce de microcosme assez privilégié lorsqu'on est professeur ou etc. Et que dans la société, il y a ce clivage numérique qui pour moi est important, qu'on soit plus inclusif et qu'on fasse comprendre ce que ça peut apporter de bien et d'interdire ou au moins de vérifier ce qui est inquiétant. Et je terminerai par ceci. Donc, il y aura un comité d'éthique international qui fait suite au G7 et au Global Forum on AI for Humanity, dans lequel on a travaillé. Moi, ça fait 3 ans que je suis très impliquée et engagée sur ces sujets. Il y aura un comité international GPAI, Global Partnership on AI, avec 15 pays différents. Donc, évidemment, il y a l'Europe, la France, mais il y a la Corée, le Japon, des pays d'Amérique du Sud. Et je vais faire partie de cette aventure et j'espère que d'un point de vue international, on aura cette lucidité d'essayer de non pas de jeter le numérique tel qu'il est, parce qu'il y a des choses qui débordent, mais il y a des choses qui sont bien et qui sont bien pour la justice aussi. Et donc, comment contrôler, comment montrer les grands sujets, comment être plus efficace pour le bien de l'humanité, c'est mon propos.